Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Chaque mois, Entrepreneurs d'idées vous emmène à la rencontre de porteurs de projets innovants qui agissent au quotidien au service de l'intérêt général. Nous voici de retour pour la suite de notre échange avec Bruno Dandois de l'association La Roche qui nous évoque sa stratégie partenariale. Bonne écoute. Et quels sont les types de partenaires qui vous suivent aujourd'hui? Des entreprises privées, des fonds de dotation, des particuliers? Alors, souvent des fondations, des entreprises en propre viennent plus sur des dons. Alors là, il y a eu la spécificité un peu Covid, où des entreprises qu'on avait vues pendant la démarche de recherche de fonds avaient gardé un lien avec nous et puis pendant la période Covid sont venus nous demander si on avait besoin d'aide. Et du coup, nous ont donné des choses en nature, d'autres des fonds directement fonds purs, non nécessairement alloués, mais pour nous aider à améliorer la prise en charge dans la situation Covid. Et ça, c'est vraiment parce qu'on avait créé cette relation. En fait, ils sont venus nous chercher en disant vous devez être en difficulté, c'est difficile, etc. Ils sont venus nous aider. Voilà. Après, en ce moment, on est en train de contacter. Il y en a un contact assez poussé avec une famille. Et là, on est plutôt dans la dimension philanthropique, où ils vont venir un peu dans une démarche philanthropique, soutenir l'association dans un projet qui est une création d'une laiterie sociale et solidaire. Et du coup, là, sur une démarche à plus long terme? Là, ils s'engagent effectivement sur une démarche de nous suivre pendant 3 ans, de nous donner des moyens supplémentaires pour accélérer en fait le déploiement de notre projet. Leur idée, c'est on a un projet qui est viable, mais ils viennent le soutenir de manière assez conséquente, puisque c'est à peu près à un tiers du montant global de l'enveloppe qu'ils viennent soutenir, pour que le projet s'accélère. L'idée, c'est qu'on puisse après évaluer l'impact du projet, et toujours pareil, s'il peut être essaimé, derrière, pourquoi pas être essaimé. Et parlez-nous de la notion de contrepartie dans ces partenariats-là. Alors c'est vrai qu'au tout début de la démarche, avec la personne qui nous a aidés dans la recherche de fonds, il nous a tout de suite fait prendre conscience de quelque chose qui est finalement assez évident, c'est qu'une entreprise ou une fondation allait pouvoir être intéressée à venir soutenir tout ou partie de nos projets à partir du moment où elle en recevait aussi une contrepartie. Et du coup, la contrepartie, ça peut être juste, entre guillemets, d'associer son image et son nom à une action solidaire, mais ça peut aussi être une contrepartie en nature de prestations que nous, on est capable de leur rendre. Donc, par exemple, la Caisse d'épargne nous a soutenus sur le projet Miellerie. On avait identifié dans le projet qu'une contrepartie pourrait être de leur fournir à certains événements des pots de miel produits par la miellerie qu'ils avaient soutenue et puis qui puissent être distribués, eux, à leurs propres adhérents. Voilà. Ils sont venus amener leur image, mais ils ont aussi reçu une contrepartie. On a identifié avec d'autres partenaires aussi une expertise qu'a l'association La Roche autour de l'accompagnement des personnes avec handicap psychique, et les entreprises connaissant dans leurs propres salariés des situations de handicap psychique, on a conçu des manifestations où on vient parler du handicap psychique auprès de leurs salariés. Donc on est loin de l'idée initiale qui était d'aller chercher un mécène sponsor finalement d'un projet contre de l'image, mais davantage sur un apport mutuel au sein d'un projet. Oui, ça avance effectivement dans ce sens-là. Après, nous, les contreparties, elles ne sont pas valorisées à la hauteur de l'apport qu'ils ont pu faire, parce que sinon, il n'y a pour le coup pas nécessairement de bénéfices pour nous à aller dans cette démarche. Donc, ça reste mesuré, mais effectivement, je pense que le fait de pouvoir proposer des contreparties fait qu'on vient créer une relation, pour le coup, dans la durée. Et tout à l'heure, je disais qu'on avait été soutenu dans une démarche Covid. Ça a été la Fondation EDF qu'on avait rencontrée dans le cadre du mécénat,
avec lequel, avant même qu'ils décident de nous allouer une quelconque somme dans le cadre de leur programme, on est allé intervenir, on est venu intervenir, excusez-moi, auprès d'eux sur une manifestation de leur responsable RH et puis agence locale sur la question de la déstigmatisation de la maladie psychique et de l'impact de la maladie psychique. Voilà. Ils avaient trouvé que c'était intéressant qu'on puisse intervenir. On est venu avec plusieurs partenaires, d'ailleurs d'autres associations du territoire, Messidor, l'UNAFAM, etc. On est intervenu sur une de leurs matinées de travail dans le cadre de leur démarche RSE. Et puis en fait, c'était en novembre, je crois, et le Covid a démarré en mars. Et en fait, c'est eux qui, pendant le Covid, sont venus nous téléphoner en nous disant tiens, on voudrait vous aider et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Pour conclure, parce que le temps passe vite, il nous restait plein de sujets à aborder, mais il y en a une que j'aimerais ne pas oublier, c'est la question de l'interne. Alors je vais vous poser une double question. Qui porte une telle démarche concrètement au sein d'une association telle que la vôtre ? Et comment est-ce que votre gouvernance a abordé ce changement-là ? Au niveau de la structure, la décision de se lancer dans la démarche de mécénat, elle est partie du conseil d'administration. J'ai été missionné en tant que directeur général pour construire la démarche. On a décidé donc de partir avec quelqu'un qui nous aidait dans la recherche de fonds. Et c'est vous qui... Et aujourd'hui, c'est moi avec notre prestataire qui conduisons cette démarche et on rend compte au niveau du conseil d'administration, du bureau, voilà, avec des relations un peu plus étroites avec le président. Aujourd'hui, cette démarche a démarré il y a 2 ans. On veut la pérenniser, la rendre moins une action ponctuelle, parce que finalement aujourd'hui on a fait ces démarches pendant 2 ans, mais c'était dans le cadre d'une démarche ponctuelle. On voudrait l'ancrer et la rendre comme une mission permanente au sein de l'association. Donc on veut la professionnaliser d'une part, donc probablement avec le recrutement de quelqu'un dédié à ça. Cette personne, elle serait toujours directement reliée à la direction générale parce que c'est des projets qui sont financés, qui doivent tourner autour de la stratégie. Mais elle ne doit pas dépendre que de la direction générale, elle doit aussi être en relation directe avec le président parce qu'on voit que ces projets, c'est à la fois des projets qui sont financés pour répondre à une stratégie, mais qui peuvent venir aussi impacter finalement les orientations politiques de l'association. Et du coup, il faut qu'on soit capable de jouer dans ce trio-là. La politique, le président, la stratégie, le directeur général et le bureau, et l'opérationnel pour remplir des dossiers par un chargé de mission. Et du coup, la gouvernance, comment est-ce que cette démarche a été accueillie ? Est-ce qu'il y a eu des craintes ? Est-ce qu'il y avait une volonté forte ou allons voir dans un premier temps ? La volonté forte, elle était assez évidente et assez pragmatique dans le sens où s'il y avait une opportunité d'aller récolter des fonds, c'était toujours intéressant. Donc là, pour le coup, il n'y a pas eu de difficulté. Après, quand on s'est aperçu que pour aller récolter ces fonds, ça pouvait venir impacter ça pouvait venir modifier des projets ou les présenter différemment, etc. Ou venir carrément, pourquoi pas, changer des axes du projet associatif. Là, ça a pu poser des questions, mais des bonnes questions, dans le sens, du coup, à quel endroit c'était positionné, en fait. Et comment valider ou pas, finalement, une rencontre positive avec quelqu'un qui était prêt à financer quelque chose, mais qui demandait que c'est un impact peut-être plus important que celui qu'on avait. Et du coup, comment ça se validait ? Donc, c'est des questions qui se posent et ça sera résolu parce que ça va être un sujet qui sera abordé de manière permanente en fait en CA. Le temps est passé très vite. Bruno Dandois, merci pour votre accueil, merci pour ces éclairages. Merci d'être venu nous visiter aussi loin, en terre tararienne. Et à très bientôt. À bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura nourri sur la question de la relation particulière qui lie un porteur de projet à ses partenaires. Merci à Bruno Dandois pour la richesse de cet échange. J'ai retenu de cette conversation 4 clés de succès que je vous partage ici. Le premier, c'est de bien définir l'identité de sa structure pour nourrir une relation partenariale. Le second, c'est que bien qu'on soit ambitieux, il faut commencer petit. Le troisième est que les partenaires sont des parties prenantes
de l'évolution du projet. Ils en font partie pleinement. Et le quatrième, c'est qu'un partenariat durable se construit sur une base de réciprocité. Vous retrouvez les références citées dans le descriptif de l'épisode sur vos plateformes d'écoute. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Si vous avez des remarques, des projets que vous souhaitez valoriser, vous pouvez nous contacter à cette adresse mail contact@apogee-ess.org. Rendez-vous chaque premier mardi du mois pour un nouveau podcast Entrepreneur d'idées. À bientôt!